Bonjour Jérôme Moisan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous êtes le secrétaire général adjoint de SGP Police. Vous êtes donc sur notre département pour quelques jours. C'est votre premier séjour chez nous ? Oui, c'est la première fois que je viens à titre personnel sur l'île de Mayotte, dans le département de Mayotte. L'objectif de votre séjour, c'est lequel ? C'est de mettre en place un temps d'échange avec les collègues qui sont en service. Ce temps d'échange pour, connaître leur impression sur l'action de notre organisation syndicale, et puis deux, s'imprégner de leur quotidien, de l'exercice qu'est le leur. Et à Mayotte, il y a un sujet, puisqu'on a des collègues qui sont quand même confrontés à une situation assez particulière, et particulièrement à de l'ultraviolence. Et justement, qu'est-ce qu'ils vous remontent, ces policiers que vous écoutez ? Eh bien, beaucoup d'agents sont de passage. Il y a ce qu'on appelle les séjours. Et ceux-là, en fait, sont intrigués par la situation. Ils la découvrent, en fait, en arrivant à Mayotte. Et beaucoup ont une expérience des cités parisiennes, de banlieues parisiennes. Et tous s'accordent à dire que la violence à laquelle ils font face à Mayotte est bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, malgré les mises en garde que l'administration leur fait pour s'assurer qu'ils soient préparés psychologiquement à venir travailler à Mayotte. Donc c'est pour connaître quand même la situation de certaines cités du continent, c'est quand même que vraisemblablement il y a une vraie exposition au risque, avec une ultra-violence qui s'exprime et qui intrigue et qui forcément fait craindre aux collègues. Mais est-ce que c'est efficace d'avoir comme ça, puisqu'on retrouve ça aussi dans la gendarmerie, même si ça ne vous concerne pas, c'est efficace d'avoir comme ça des équipes qui tournent régulièrement plutôt que d'avoir des policiers qui sont installés, qui restent pour le temps long ici et qui s'investissent aussi dans leur vie personnelle, dans la société ? Alors en fait, il y a les deux. Majoritairement, il y a une population de policiers qui sont sédentarisés, on dit fidélisés, parce que ils ont des centres d'intérêt moraux-matériels qui leur permet d'être affectés définitivement à Mayotte. Ils sont la majorité. Après, la règle dans les territoires et départements d'outre-mer, c'est d'affecter en séjour les agents et de les fidéliser quand justement ils arrivent à établir qu'ils ont ces centres d'intérêt moraux-matériels. Les séjours, c'est combien de temps dans la police ? 4 ans. 4 ans avec la possibilité de faire un an supplémentaire. Donc on peut rester jusqu'à... C'est déjà un temps long, 5 ans. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de temps digne des vacances scolaires. Non, bien sûr, les collègues viennent exercer. Il y a forcément un temps tampon pour appréhender la situation et s'habituer à ce nouveau contexte professionnel. Mais on a des collègues qui très vite sont dans le bain. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans les remontées du terrain, donc vous parliez de cette surprise quand à l'arrivée sur effectivement les situations vécues, les situations professionnelles vécues et rencontrées. Quelles sont les autres difficultés rencontrées par les policiers à Mayotte ? Ils ont des difficultés d'ordre matériel. Il y a un vrai souci avec les véhicules. On cherche à trouver les véhicules les mieux adaptés à la situation des chaussées, parce qu'il y a de nombreuses chaussées qui sont mal formées, et aussi qui soient assez résistants, parce qu'ils doivent être à l'épreuve des chocs, des parpaings ou des rochers. Et puis les collègues s'inquiètent de l'absence de certains matériels de protection individuelle. Donc ça, on va veiller à ce que ça leur parvienne. Il y a des effets qui ont été développés pour protéger mieux les collègues sur des missions exposées comme celle-là. Et puis après, ils ont, comme partout ailleurs, des soucis d'ordre financier, la participation de l'administration à leur déjeuner, à leur repas, les indemnités liées à leur exercice dans un territoire d'outre-mer ou département d'outre-mer, enfin, ce genre de sujet. Qui sont matériels et qui sont importants. Quand on vient avec la perspective d'une trajectoire financière et qu'on n'y trouve pas son compte, ça peut vite compliquer la vie quand même. Ils sont matériels, c'est important, mais ils n'ont pas que des préoccupations d'ordre matériel aussi. Il y a aussi une quête de bienveillance. Ils sont aussi
très à l'affût des signes de leur hiérarchie qui les assurent de leur soutien, des réponses de l'institution justice quand ils sont victimes. Donc, en fait, il y a une attente qui est complète et matérielle et morale. Alors justement, vous parlez du regard que peut porter l'institution justice. Ici, à Mayotte, il commence à y avoir les mêmes problèmes que ceux que peuvent rencontrer les policiers en métropole, c'est-à-dire dans des opérations, des mises en cause des policiers vis-à-vis de délinquants potentiels ou présumés. Quelle est la position de votre syndicat là-dessus et quelles sont les attentes ou les formulations que vous faites? Notre position est très claire. Compte tenu de l'engagement de nos collègues, on attend des réponses fermes de la justice et un vrai accompagnement. Il ne peut pas y avoir de policiers victimes sans qu'il y ait de poursuites judiciaires. Ça doit être au cœur des préoccupations des magistrats. Si demain les policiers ne sont plus en situation d'exercer parce que toutes les fois où ils sont victimes, l'accompagnement ne leur paraît pas digne, et le bras armé qu'est la police, le prolongement de la justice qu'est la police dans les territoires, rendra finalement l'institution justice elle-même inopérante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police prendrait moins de responsabilités, irait moins sur le terrain en contact? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas d'un côté la police et d'un côté la justice. En fait, il y a deux institutions qui sont parfaitement complémentaires pour traiter de la délinquance. Et s'il y a une institution qui lâche l'autre, forcément, par réciprocité, l'ensemble ne marche plus. Alors, on parle de police, de justice, on parle d'enquête, donc on parle aussi de ce qui fait grand bruit en ce moment en métropole, c'est la réforme globale de la police avec une organisation qui va être territorialisée. Alors, pour une fois, Mayotte est fer de lance de la démarche, puisqu'on a été département test, en quelque sorte, puisque nous avons une DTPN, Direction territoriale de la police nationale, depuis 2019, si je ne commets pas d'erreur, avec un directeur territorial de la police nationale qui coordonne toutes les forces. Vous en pensez quoi, vous, ici à Mayotte, de cette réorganisation ? Ici, à Mayotte, les effets de cette réforme de la police nationale sont finalement assez modérés dans la mesure où il y avait deux filières métiers en présence à Mayotte. C'était d'un côté la police aux frontières, de l'autre la sécurité publique. Et les compétences de chacun, en tout cas territoriales, sont à peu près les mêmes. Et les préoccupations des deux filières sont aussi à peu près les mêmes. En l'occurrence, la priorité va à la lutte contre les flux migratoires. Et donc, de coordonner tout ça et de mettre ces deux missions sous l'autorité d'un seul directeur n'a pas présenté de problème. Ça marche plutôt mieux qu'avant. Oui, ça marche plutôt mieux qu'avant, les résultats le confirment. Même l'institution justice dont vous parliez tout à l'heure semble être satisfaite. Oui. Moins de dossiers en stock, plus de dossiers finalisés qui peuvent passer devant les tribunaux, c'est plutôt un beau succès. Oui, alors il faut aussi prendre en considération l'allocation en effectif qui est allée croissante sans cesse. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, la réorganisation de la police nationale sur le territoire, sur le département de Mayotte est plutôt un succès. Mais en fait, Mayotte était déjà un département. En métropole, le problème, c'est qu'on a des missions qui sont pilotées, qui ont des compétences territoriales qui sont au-delà du département. Et nous, ce qu'on reproche à la conduite de cette réforme en métropole, c'est qu'on ne soit pas parti de l'échelon central en regardant quelles étaient les missions qui pouvaient rester pilotées, qui devaient rester pilotées à l'échelon central, puis faire la même démarche à l'échelon zonal
pour, in fine, regarder quelles étaient les missions qui pouvaient être pilotées à l'échelon départemental. Et là, on en arrive à la police judiciaire. Alors, pourquoi? Parce que pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément bien l'organisation de la police, on dit police judiciaire, police nationale. Franchement, pour quelqu'un qui n'est pas de votre maison, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Pourquoi ça ne marche pas ça semble ne pas marcher, cette réorganisation pour la police judiciaire, monsieur? Alors, tout simplement parce que justement cette police judiciaire, elle a une compétence qui est au-delà du département et qu'on aurait dû, si on avait fait les choses dans l'ordre, capter cette mission-là et la garder en pilotage à l'échelon zonal. On a conduit la réforme à l'envers du bon sens et on est parti d'une quête d'un pilotage de l'ensemble des missions à l'échelon du département. C'est quoi la police? Qu'on comprenne bien, c'est quoi la police judiciaire? Pour qu'on comprenne ce que vous dites, parce que vous me l'avez expliqué avant le début de l'émission, donc moi je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas sûre que nos téléspectateurs comprennent. En fait, ce sont des enquêteurs qui ont une compétence territoriale qui est fluctuante selon les découpages administratifs sur le territoire continental et qui sont en tout cas une compétence qui va toujours au-delà du département. Et comme ils ne sont pas sous l'autorité de chefs de services locaux, ils sont aussi déconnectés de la délinquance de masse. Et en fait, ils ont des enquêtes qui les conduisent à mener des investigations sur un territoire beaucoup plus vaste que le département pour suivre des réseaux, des filières, démanteler des réseaux, démanteler des filières. Et deux, parce que justement ils ne sont pas sous la pression de la délinquance de masse, ils ont des enquêtes ça leur dégage du temps long pour des enquêtes qui le nécessitent, avec de nombreuses investigations, de nombreux actes de police judiciaire, de procès-verbaux et de surveillance, d'écoute. Mais je ne veux pas ramener le machin sur Mayotte, mais nous aussi on a des crimes, nous aussi on a des bandes de voyous d'une violence incroyable qui nécessiteraient probablement des enquêtes, comme vous le décrivez, compliquées. On parle quand il y a des phénomènes d'émeutes, les policiers expliquent très bien que vous avez des racailles de Mérirénie qui viennent sur les manifestations et sur les barrages de Vaïbé ou de Tsunzu pour prêter main forte aux racailles locales. Donc ces histoires de bandes organisées, elles existent ici aussi. Ça nécessiterait du temps long. Pourquoi ça marche alors chez nous ? Mais on n'y coupera pas à Mayotte. En fait, la police s'est toujours adaptée. Elle a toujours été en mouvement. Et jusqu'alors, il n'y avait pas de police judiciaire à Mayotte. Alors très probablement qu'on ne le jugeait pas nécessaire, mais de manière immanquable, il faudra qu'on ait des services d'enquête qui soient capables d'avoir ces temps longs d'investigation sur de la délinquance de haut de spectre qu'on dit chez nous, qu'on classe chez nous de niveau 3, parce que effectivement les choses changent à Mayotte et on s'adaptera immanquablement. Et vous pensez que la réforme va se poursuivre en métropole ou que cette réorganisation va s'interrompre et que nous, on perdra l'efficacité du coup de notre organisation en direction territoriale de police nationale comme on la vit aujourd'hui? C'est quoi l'issue de cette... Encore une fois, en métropole, la réforme, nous, on en partage le principe. L'idée, c'était de rationaliser le fonctionnement de l'institution et de faire des économies d'échelle. Après, on espère juste qu'on saura préserver ces services tels que les BMR, tels que les services de police judiciaire, et préserver leur expertise. Nous, on le souhaite ne serait-ce qu'en notre qualité de représentant du personnel, parce que les enquêteurs qui sont dans ces services de haut de spectre, c'est des enquêteurs qui ont tout un parcours derrière eux. Ils ont commencé dans un quart judiciaire pour poursuivre dans un petit service d'investigation local, finir dans une sûreté départementale, et parce qu'ils ont démontré qu'ils étaient des enquêteurs chevronnés, au bout de quelques lustres ou dizaines d'années, on les acceptait en police judiciaire. On ne peut pas piétiner les parcours professionnels de nos collègues comme on tente de le faire maintenant. Donc nous, on considère qu'il faut préserver l'expertise, ces spécialistes que sont ceux de la police judiciaire.
Et encore une fois, toute notre aspiration, c'est qu'on n'essaie pas de tout départementaliser à outrance. Si on garde le pilotage de la police judiciaire, de quelques autres missions à l'échelon zonal, qu'à l'échelon zonal, on ait un pilote qui dynamise ses équipes et les projette le cas échéant pour venir en soutien de services départementaux ou locaux, parce que c'est vrai qu'il y a une étanchéité entre les différentes directions centrales à l'heure actuelle et qu'il faut faire tomber ces contours. Et justement, en mettant toutes ces missions de police judiciaire sous l'autorité d'un même responsable zonal, on pourra réussir à avoir un peu de synergie entre tous les services d'investigation d'une même zone de défense. Alors vous parliez du niveau de compétence des policiers affectés en police judiciaire. Alors on parlait de voyous, de racailles, etc. Mais il y a aussi la délinquance en col blanc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, alors à Mayotte et en métropole, mais nous, ce qui nous intéresse évidemment c'est Mayotte, est-ce que parmi les policiers, il y a suffisamment de compétences disponibles en matière de code des marchés publics, en matière de comptabilité des entreprises, qui permettraient justement d'avoir une plus grande efficacité en local, parce qu'aujourd'hui on voit le PNF, nous, qui débarque tout le temps, et après c'est la chape de plomb qui tombe, on n'a plus aucune information sur les enquêtes, ce qui nous laisse penser que finalement les super pros de la comptabilité publique ou de la comptabilité privée, ils ne sont pas à Mayotte. Alors moi, je ne violerai pas non plus le secret de l'enquête. Je suis avant tout policier. Mais bien sûr que là où il y a de la délinquance en col blanc, comme vous dites, économique et financière, on doit avoir des services d'enquête qui soient dédiés, mais ce sont des services d'enquête qui exigent énormément de préparation, de formation. Les enquêteurs qui sont dans ces services de pointe sont très qualifiés. Et donc, est-ce qu'on en a ici ? Pour le moment, il y a auprès du SPJ SPJ, service de police judiciaire, pardon, STPJ d'ailleurs, puisqu'il est territorial, des collègues qui travaillent sur ces sujets, mais on n'a pas des pools entiers dédiés à cette délinquance. Mais après, moi, je suis pas vraiment capable de vous dire si la situation à Mayotte, en termes de délinquance en col blanc, exige qu'on ait des brigades entières d'agents chevronnés pour poursuivre les délinquants de cette nature. Merci beaucoup, Monsieur Moisan, d'avoir répondu à nos questions et puis de nous avoir éclairé sur l'évolution de cette réforme. Bon séjour et à très bientôt sur notre plateau. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.